Ahsoka a mis en pause la partie de pétanque et même si elle a toujours les bras croisés, on va pouvoir confirmer dans cet épisode la possible exploitation de pistes mythologiques. Et si ça se poursuit dans cette veine, ça fait bien plaisir. Mes réactions à l'épisode 3, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Décalé. J'étais encore assez mitigée sur les 2 premiers épisodes et sans pour autant être super emballée à présent, je suis en tout cas bien plus intéressée dans l'épisode 3 par la confirmation d'un certain nombre de points, même s'il faut encore aborder la chose avec beaucoup de précautions, mais je pense qu'on peut confirmer que sur ce coup, le Story Group et Filoni ont l'air d'avoir décidé de vraiment faire de cette série un intermède mythologique. Et même si Andor avait des qualités, je préfère amplement cette approche au naturalisme brutaliste qui était derrière le projet Andor. Même si c'est bien d'essayer différentes choses, je le concède, mais enfin c'était pas ma tasse de thé. Alors je reprécise que je ne vais pas partir à la chasse aux œufs de Pâques, c'est pas trop mon truc et d'autres font ça très bien, mais je vais plutôt mettre en avant l'utilisation du symbolisme dans cet épisode et potentiellement dans la série Ahsoka. Toutefois, alors avant de me lancer dans le décortiquage, mon impression générale sur l'épisode. Alors en critique, je vais dire tout de suite que c'était un peu trop court. Par contre, je trouve le design du vaisseau d'Ahsoka assez stylé. J'avais déjà remarqué, mais je le place là. Et ça vient de quelqu'un qui alors s'en fout complètement en règle générale. Par contre, je n'aime toujours pas la personnalité d'Ahsoka. Ça n'est pas encore gagné pour moi, pas de changement. La scène d'intro en entraînement de Jedi était très bien. Et oui, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que c'était très plaisant de voir un focus sur des personnages féminins maniant le sabre. C'est vrai qu'on a eu le premier duel entre 2 filles en live action dans l'épisode 1, quelque chose qu'on n'a jamais vu à l'écran jusqu'à présent, à part pour les versions animées, et j'ai à ce sujet du coup beaucoup de pensées émues pour des cosplayeuses ou des manieuses de sabre dans les conventions ou les clubs d'escrime sabre laser, parce que je me dis que pour elles, ça doit vraiment être phénoménal d'avoir Ahsoka, Sabine et Shin Hati à émuler dans les prochaines années ou dans les prochaines éditions. Bien que j'ai quand même tiqué, j'avoue, sur le parallèle avec l'entraînement de Luke par Obi-Wan dans l'épisode 4. C'est presque dommage parce qu'au final, ce prologue d'entraînement était à mon goût bien meilleur, plus engageant et plus dynamique que celui de Luke et j'aurais préféré que les 2 choses ne se recoupent pas du tout. Et puis alors cet épisode me permet de parler un peu de la doctrine Jedi et c'est vrai que depuis le début de la réintroduction d'Ahsoka en live action, j'ai beaucoup de mal avec sa représentation en tant que Jedi alors que la force du personnage est selon moi le fait qu'elle ne soit plus dans l'ordre et qu'elle existe comme un électron libre isolé qui a certes bénéficié de l'entraînement mais s'est distancié d'une doctrine trop sectaire et souvent dans l'erreur et je vous renvoie en ce sens à l'épisode que nous avions enregistré avec Aurélie sur la chaîne Lucasfilm. En plus, je rappelle, Ahsoka a clairement dit plus d'une fois qu'elle n'était pas une Jedi. Or, pour la première fois, dans cet épisode, on voit Ahsoka explicitement faire des entorses à la doctrine Jedi qui est incarnée, si je puis dire, par le robot Huyang, un robot architecte qui est la mémoire des Jedi puisque, pendant des siècles, il a assisté des novices dans la fabrication de leurs sabres laser. Donc pépère, il les a tous vus passer. Qu'est-ce que le savoir Jedi en fin de compte ? Dans Ahsoka, c'est un programme, un robot, quelque chose de rigide et compassé, en tout cas de froid et de stérile, qui ne montre aucun affect face à ses interlocuteurs et qui, s'il a le mérite pour le coup, alors d'être franc et honnête, n'est quand même qu'un vestige du passé ou une pièce de musée. Ce qu'Ahsoka fait de non conventionnel, c'est de prendre sur elle, de former non seulement une personne non sensible à la force, et j'avoue que j'avais été assez étonnée de découvrir Sabine en apprentie Jedi, alors que dans mon souvenir, elle n'avait pas manifesté de talent particulier de ce côté-là dans la série, mais qui plus est, elle va former une héritière des Mandaloriens, qui, le rappelle Huyang, ne sont pas admis normalement à se faire former. Ce qui fait d'ailleurs un joli effet de croisement, de chassé-croisé ou de chiasme avec la série phare de Disney+ jusqu'à présent, puisque dans le Mandalorien, Din Djarin forme à la secte mandalorienne un ancien Jedi, et donc ici Ahsoka fait quasiment la réponse du berger à la bergère, ou de la bergère au berger, en faisant d'une Mandalorienne un Jedi. Les garçons chez Mandalore, les filles chez les Jedi. Ça va pas plaire à plus d'un. Et c'est l'autre point principal de cet épisode, décidément très féminin, mais on se doutait depuis les 2 premiers épisodes qu'on allait s'orienter vers un gynécée. Je place d'ailleurs dans cette rubrique la musique de la série
que je trouve très sympa d'ailleurs, et qui a des échos ethniques ou orientalistes, et un thème dans le générique de fin qui m'a rappelé sur certaines mesures vaguement le thème de Leia. Alors cet épisode est vraiment celui des femmes, parce qu'hormis le robot, qui est un robot même doté d'une voix masculine, Skoll se contente de faire de la figuration sur la fin, les sénateurs, dont un gros casse-couille, font pas le figure littéralement car ce sont des hologrammes et se font remettre à leur place par Hera, et puis il y a le perso masqué qu'on place difficilement à part qu'il rappelle les inquisiteurs de la purge, et puis il y a Jacen, mais c'est un gamin et ça le rattache du coup au monde des femmes, ce qui va créer un sacré matriarcat là-dedans en fin de compte, sur lequel va planer en plus la figure de la sphère ou du cercle, et si j'avais plaisanté sur les boules dans Star Wars, on n'est clairement pas dans le testiculaire. C'est bien plus le miroir de Vénus qui se joue là. Entre Ahsoka, Mon Mothma, Sabine, Hera, Morgan Elsbeth et Shinati, on croule quand même sous les filles, et j'ai bien moins envie de parler de girl power aujourd'hui ou de girl boss, même si alors sérieux Ahsoka, mais pète un coup ça ira mieux, mais plutôt de symbolisme, et oui, on va y arriver. Je mets dans ce panier d'ailleurs l'apparition des baleines cheloues de l'espace vues dans la série Rebels, alors autrement appelées les Purrgils, s'il faut être très technique, qui si elles fonctionnent comme les sociétés de baleines de notre planète, sont constituées elles aussi sur le principe de matriarcat, donc je ne pense pas que ce soit un hasard non plus. Mais sinon, il y a de la déesse ou des figures mythiques, et on va carrément surfer sur de nombreuses mythologies. On a bien sûr Hera, déesse grecque, la reine des dieux, qui veille sur les épouses et les mères, et qui se trouve être la maman du groupe des Rebels, et ici la maman de Jacen. On a Morgane, donc origine celtique cette fois, combinée avec un Elsbeth d'origine hébraïque, qui va ancrer ce personnage dans le mystique avec le patronage d'une reine des fées attachée aux puissances de la nature et la notion de serment contenue dans Elsbeth qui veut dire serment fait à Dieu. Mon Mothma, dont le patronyme riche en allitération en M, évoque une figure maternelle des rebelles avec son allure de vestale qui cultive la flamme sacrée, donc la gardienne de la maison, ce qu'elle est parce que c'est la chancelière de la République. Et puis on a Ahsoka, qui est certes une variante de l'empereur Ashoka, cette fois on est du côté indien, mais ses apparitions dans la série Rebels ainsi que sa formation dans Clone Wars font davantage d'elle une déesse Artémis, la vierge chasseresse associée à la lune, ce qui fonctionne très bien quand elle est en binôme avec Anakin ou Luke qui sont tous les deux connotés solaires, ou elle évoque carrément Athéna, la déesse de la guerre, armée de sa lance, qui a sa chouette sur l'épaule, et là Dave Filoni nous en avait collé plein les yeux une belle illustration avec le Convor, alors qu'on n'a toujours pas vu à part un léger clin d'œil dans le Mandalorien, voir s'il va arriver dans les prochains épisodes, et puis qui est sur la dernière image d'Ahsoka dans Rebels, qui est véritablement une illustration de la figure d'Athéna. Mais je pense qu'il faut vraiment garder sur Ahsoka cette double casquette Artémis-Athéna, parce que la combinaison avec Artémis est particulièrement appropriée par rapport aux adversaires que Filoni a imaginé pour Ahsoka dans cette série. Ati et Skoll, en mythologie nordique, encore une mythologie à rajouter dans le grand fourre-tout, sont deux jumeaux dont l'un, Ati, est un loup qui poursuit la déesse lunaire, tandis que Skoll, lui, chasse le soleil. C'est un choix de nom d'autant plus pertinent que les astres et une carte des étoiles sont ici essentiels dans l'histoire. Donc on voit qu'on a une grande cosmologie qui est présente dans la série Ahsoka. Mais je veux revenir quand même sur la piste orientale d'Ahsoka, avec Ahsoka Ashoka, avec le symbole de la roue. Je pense que là, il n'aura échappé à personne que le cercle, le trait et le point sont les trois symboles clés de la série jusqu'à présent. Le logo d'Ahsoka figure un cercle avec un point menant vers le centre. Des sphères, on en a eu plein les yeux avec la boule des deux premiers épisodes. Ici, on a une répétition de la figure du cercle dans différents éléments de décor en arrière-plan et même dans l'entraînement au combat, ainsi que dans le générique de fin, mais surtout dans l'anneau en construction de Morgane qui doit lui permettre de rejoindre Throne et donc quitter la galaxie, une originalité que j'applaudis et que j'aurais personnellement vue en happy end de l'épisode 9, mais c'est pas la peine de revenir sur des souvenirs désagréables. Alors là, le cercle, c'est philosophie orientale directe. Je sais que chez Mando, this is the way non-stop, mais le chemin, il est chez Ahsoka, parce qu'on a ce tracé de route dans le générique et ses cartes célestes, et puis aussi parce que tout dans la série renvoie au Tao, mais aussi à la roue du Dharma. Le Tao, ou chemin quoi, pour faire plus simple, est normalement symbolisé par un cercle ou un point.
Et bingo, on a les deux. Et la roue du Dharma est normalement constituée de 8 rayons. Ça tombe bien, on a 8 épisodes. Ou serait-ce une coïncidence? Pour les 8 directions de l'espace, et encore une fois, on est dans le voyage dans cette série, ou aussi pour les 8 pétales de lotus, et me lancez pas sur Ren qui veut dire lotus en japonais, qui représente la régénération, le renouvellement, une question d'évolution de l'univers, mais aussi d'évolution personnelle. Et c'est le cas ici pour les personnages d'Ahsoka et surtout de Sabine, qui doivent évoluer, qui sont en pleine évolution, face à un Ru Yang qui lui normalement ne le peut pas. Mais on a aussi derrière tout ça peut-être les idées d'évolution de la franchise et de renouvellement, ce qui en fait un point assez méta. Je souligne d'ailleurs en ce sens les lignes à la fin du générique qui convergent toutes vers le même point, qui sont à la fois les différents personnages dans leur course au throne, on espère qu'il y en aura assez pour tout le monde du grand bleu aux chaussures noires, mais aussi qui peut représenter les différentes séries et projets de Disney Lucasfilm qui vont converger vers le film de Filoni, qui du coup aurait peut-être un chouïa à la grosse tête, dans le genre « Tous les chemins mènent à Dave ». Maintenant, l'instant conjecture. Ai-je de l'espoir du coup pour le retour de Ben Solo, qu'Adam Driver serait, dit-il, prêt à rejouer? Tout va dépendre de la mesure dans laquelle on introduit dans la série le monde entre les mondes. Dans l'épisode 13, saison 4 de Rebels, avec Force Cercle et Voie tracée dans l'espace, mais surtout les multiples voix résonnant en écho et tout droit sorties de la prélogie, la trilogie originale et la postlogie, Ezra parvenait à changer le cours du destin et sauvait les miches d'Ahsoka, normalement mortes précédemment face à Vador. Ce qui était introduit là est l'entorse à la règle du Dharma dont on ne peut pas changer le sens de rotation et pose un précédent exploitable pour l'univers de Star Wars. Par contre, comme c'était dans cette série animée, peu de spectateurs habituels des films et maintenant des séries en ont connaissance. Ahsoka l'introduirait donc au grand public. Du coup, est-ce que cette roue et ce cercle qu'on voit en permanence vont se faire subvertir? Et on sait qu'ils aiment bien les subversions en général. On pourrait peut-être se prêter à rêver à ce que la série pourrait apporter comme matériau éventuel, voir si les épisodes suivants vont aller en ce sens. Comme le dit cette bonne vieille Ahsoka dans cet épisode, on va commencer petit. En tout cas, moi je vais dire que je suis bien contente de voir qu'on peut à nouveau discuter de ce genre de thème grâce à la série. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode de réaction à l'épisode 3. On se retrouve donc normalement la semaine prochaine pour un nouveau débrief. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. À très bientôt!